Bienvenue à Immigrants Visionnaires, où ce que réussir, c'est voir différemment. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir Auré avec nous, qui est courtier en marchandises de luxe. Auré, bienvenue au podcast. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Je sais que tu es courtier en marchandises de luxe. Ça fait pas très longtemps. Je pense que ça fait pas encore un an, je pense officiellement. Exactement. Mais pour commencer justement, avant d'arriver dans ce domaine-là, si tu peux nous dire rapidement ton parcours, vite fait, bien fait, d'où tu viens. Puis justement, comment tu as embarqué dans cette industrie présentement? Ok, ben moi je m'appelle Auré, j'ai 41 ans. Je suis français. De Mhm. base, je suis né en France. J'ai vécu 19 ans, mes premières 19 années à Lyon. Je suis originaire de là-bas. Après, je suis rentré en gendarmerie. Voilà, j'ai 3 ans de gendarmerie à mon actif. Après, j'en ai eu marre de certaines choses en gendarmerie, donc j'ai switché police municipale. Hmm. J'ai passé 10 ans en police municipale. Et puis finalement, voilà, ras-le-bol général, j'avais besoin de voir d'autres choses. Donc, j'ai décidé de venir au Canada. Voilà, j'ai tenté l'aventure à Montréal, où j'ai été obligé de me reconvertir de toute façon au niveau professionnel parce que, ben, en n'étant pas citoyen canadien en arrivant, je ne pouvais pas être policier ici. Et puis de toute façon, je voulais changer de carrière. Donc, je me suis reconverti comme j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une salle de sport, en fait, dans un gym à Montréal, où je suis rentré vraiment par la petite porte. Ça a été, voilà, je faisais des shakes et des abos au comptoir. Je prenais des shifts. Ça a fait bizarre au début, mais bon, voilà, il fallait faire ses preuves. Mhm. Donc, je suis reparti là-dessus. Derrière, ben, pour moi, je gagnais pas assez d'argent. Donc, je dis, bon, on gagne pas assez d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, bah, j'ai passé mes certifications pour devenir entraîneur, instructeur de cours en groupe. Mhm. Donc, j'ai évolué là-dedans. Après, derrière, bah, j'ai eu la chance que, pas la chance, oui, c'est la chance que le directeur parte, en fait, et puis me propose sa place. Donc, je suis passé directeur pendant presque 6 ans. Bah, on a traversé la pandémie, tout ça, mais on est quand même passé à travers cette pandémie. Mhm. Quand même, avec une salle de sport, c'était quand même assez compliqué, mais on est passé à travers. Et derrière, pareil, cyclique, j'avais besoin de faire autre chose, de voir d'autres choses. J'avais atteint, je pense, les limites. Puis je tournais en rond un peu dans les gyms. Mhm. Donc, je suis parti comme... oui, j'ai passé mes examens pour devenir courtier hypothécaire. Pour des raisons qui sont tout autres que le courtage, j'ai dû arrêter. Et donc après, ben, voilà, je me suis un petit peu cherché. Et finalement, j'ai eu une opportunité en fait de rentrer dans le yachting, voilà, de devenir courtier en yacht. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et ben, de fil en aiguille, après, au fur et à mesure de mes contacts, Mhm. ben, un courtier, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui met en relation un acheteur et un vendeur et inversement. Donc, ben, au fur et à mesure de mes contacts et des opportunités qui sont venues à moi, en fait, ben, j'ai diversifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et donc c'est pour ça que le titre maintenant, c'est courtier en marchandises de luxe, parce que ben, j'ai diversifié tant dans l'automobile que dans un petit peu l'art, bien sûr le yachting, mais je suis parti aussi dans les montres, donc dans les montres, l'horlogerie indépendante, on en parlera un petit peu plus tard. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça mon parcours. Intéressant. Bon. Puis est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la différence entre être un concierge puis être un courtier en marchandises de luxe? Un concierge, pour moi, c'est quelqu'un qui va répondre à un besoin et plus proposer un service. Mhm. Alors que le courtage, on est vraiment dans le transactionnel. C'est-à-dire, voilà, c'est achat, tu as un acheteur, tu as un vendeur. Bien sûr, tu as des intermédiaires, tu as des acteurs autour, mais ça va être, c'est comme un one-shot deal. Alors que un concierge, c'est plus quelqu'un qui va amener un service autour, toute une prestation. Donc, moi, je le vois comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je ne me définis pas comme concierge, mais vraiment comme courtier. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, Mhm. tu vas me mandater pour que j'aille chercher. Mhm. Et puis, une fois que j'aurai trouvé, on va faire le deal. Je vais prendre ma commission. Et puis, on se serre la main. On se revoit très certainement hein, pour d'autres transactions. Il n'y a pas de Mhm. problème. Mais ça restera voilà, sur du transactionnel et pas une prestation de service. Mhm. Puis comment l'opportunité d'être courtier en marchandises de luxe t'a été présentée dans le milieu du yachting? Ben, c'est au fur et à mesure en fait des contacts. C'est-à-dire que au bout d'un moment, en fait, quand tu rencontres des gens, tu sais, surtout dans le yachting, en fait, où tu rencontres très rapidement des gens qui ont les moyens de le faire, Mhm. ils te disent, bah tiens, si tu connais du monde ou qui a les moyens d'avoir un bateau, bah forcément, cette personne-là, elle a une voiture.
ou 2 ou 3 ou 10, peu importe. Oui. Elle possède des montres, elle possède, tout ce qui va, en fait, autour du luxe. Si tu veux, sur la même personne, tu peux autant aller dans la voiture, dans l'immobilier, dans la montre, dans le bateau, dans les avions aussi, les hélicos. Après, ça s'arrête plus, en fait, si Bien tu veux. sûr. Même les échos. Ouais, 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 même là-dedans, s'il y a besoin, je peux aussi fournir là-dessus. Mhm. Donc, donc c'est ça, en fait, qui fait que, ben, aujourd'hui, moi, je me disais: «Bah, à quoi ça sert de rester, en fait, dans un domaine Mhm. quand tu peux, après, ben, fournir, en fait, plusieurs enfin, pas services, mais tu peux présenter tous les biens possibles et imaginables, en fait, autour de ça. Et puis, ben, au bout d'un moment, tu rencontres, une personne qui, vend des hélicos, puis tu trouves une personne, naturellement, bah, qui vend aussi des jets, qui vend de l'art, qui vend donc, bah, petit à petit, en fait, en étant autour de ce monde, bah, naturellement, tu te fais des connexions, en fait. Après, c'est comment toi, tu gères la qualité de ces connexions, c'est des affinités aussi, bien sûr, personnelles, humaines. Mhm. C'est ce que j'aime aussi là-dedans parce qu'on parle de chiffres, on parle d'argent, on parle de commissions. Mais pour moi, avant tout et dans tout ce que j'ai fait au niveau professionnel, c'était des aventures humaines, en fait, à la base. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui ça va fitter, d'autres pas. Et puis naturellement, bah, c'est ça qui t'amène, en fait, à bien t'entendre avec les gens et à faire en sorte que les transactions passent ou pas, d'ailleurs. Donc c'est pas mal ça. Puis c'est une industrie qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre, le milieu du yachting. Mmh. Comment ça a l'habitude de procéder en termes de réseau de contacts, d'accessibilité? Comment ça fonctionne? C'est, bah, c'est à la base, en fait, si tu veux, il faut aller là où il y a des bateaux. Tu sais, ça a l'air très bête, hein, ce que je te dis, mais tu commences, en fait, justement, en faisant les salons nautiques, en allant voir ce genre d'événements. Tu vois, là, j'ai eu l'opportunité de faire cet été, plusieurs salons nautiques. J'en ai fait 3. J'en ai fait un «petit» entre guillemets, le salon du Mythicoque à la Grande Motte, tu vois? Donc c'est vraiment un petit salon, mais c'est vraiment très spécialisé. Puis Mhm. après, tu as des plus grosses industries comme Cannes. Et puis j'ai fini par Monaco, fin septembre. Donc là, voilà, tu montes en gamme, tu vois des gens, et tu prends contact justement au début avec les professionnels. Puis après, petit à petit, ben voilà, c'est à toi d'aller chercher justement, ben, les clients, de savoir si tu veux te positionner plutôt vendeur, plutôt acheteur, ou si tu fais: «Ben écoute, moi je prends le tout venant au début». Mhm. Et puis, ben voilà, moi mon premier mandat, c'est vrai que j'ai été le chercher simplement en ouvrant mon téléphone et voilà, en disant: «Bon alors qui c'est qui a un bateau?» Ah ouais. Et j'ai appelé tout le monde, hein. Et donc c'est ça, et j'avais la chance de connaître des gens qui avaient des bateaux parce que j'ai vécu quand même, plusieurs années dans le sud de la France, Mhm. notamment dans le plus grand port de plaisance d'Europe. OK. Donc c'est vrai que ça aide, au début pour mettre les pieds à l'étrier, en fait. Donc c'est pas mal ça, hein. Hmm. Puis est-ce qu'il y a il y a des contacts que tu t'es fait là-dedans qui t'ont permis de débloquer d'autres opportunités? Ouais, totalement, totalement. Oh oui, moi, j'ai, aujourd'hui la chance de connaître certaines personnes qui sont déjà intronisées, en fait, et ben, te facilitent après forcément l'entrée. Si t'es pas référé, c'est très, très compliqué à rentrer. Tu peux, bien sûr, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Quand on parle Ah, d'être nisé, qu'est-ce que tu veux dire par là? ben, c'est-à-dire que c'est des cercles qui sont quand même assez fermés. OK. Mhm. Donc si tu veux, si tu as la chance, de par d'autres rencontres que tu as pu faire avant, parce que tu sais, tu vois mes carrières pro, j'ai jamais été dans le monde du luxe. Mais par contre, j'ai toujours eu, cette facilité-là à garder contact avec des gens avec qui je m'entendais bien, et pas forcément pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils font dans la vie, voilà, parce que, bah, moi je me sentais bien avec. Mhm. Mais s'il y a un moment où justement tu prends conscience de la qualité, en fait, du réseau que tu as développé inconsciemment, et quand tu prends conscience de ça, tu te dis: «Ben, pourquoi ne pas m'en servir?» hem, heu, Pas aux dépens des gens, hein, bien sûr, mais de rendre utile, en fait, ces connexions-là que j'ai créées, et puis c'est comme ça qu'en fait, ça s'est fait petit à petit. Mhm. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. C'est vraiment la qualité de mes connexions et de mes relations que j'ai aujourd'hui, en fait. Depuis des années, en fait, c'est des gens que je connais. Mais j'avais jamais pensé à l'amener au niveau professionnel. Voilà. Mais ce que je voudrais savoir par contre sur ça, je sais que vu que c'est de luxe, euh, comment ça a l'air le quotidien? Parce que j'imagine que tu dois être en déplacement, pas vrai? Pour être dans des endroits où ce que justement ce genre de personnes-là sont situées, peut-être pas nécessairement à Montréal, je sais pas si... Comment ça fonctionne? Je pense qu'il faut être aux bonnes places au bon moment. OK. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, je vis à Montréal, Mhm. mais cet été, je suis parti pendant 4 mois sur la Côte d'Azur, parce que, ben,
Bon, je suis français, ça faisait du bien de rentrer un petit peu à la maison aussi. Mhm. Mais c'est, le cadre aussi est vraiment extraordinaire. La Côte d'Azur, c'est extraordinaire, surtout l'été. Mais si tu veux, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment la place où il fallait être. Justement, là où il y avait toutes les bonnes connexions. Au niveau du yachting, c'est là où tout se passe l'été. Donc si tu veux, je pense que quand tu veux travailler dans le monde du luxe, il faut suivre un petit peu la migration des gens du luxe. C'est-à-dire qu'il ouais, il faut être à la bonne place au bon moment. Et puis derrière, en fait, il faut aller dans de l'événementiel. Il faut aller rencontrer du monde, il faut aller voir les gens. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans le fond de ton divan et puis en se disant, voilà, avec une connexion Internet, j'y arrive. Non, 100%. c'est un métier de relation. Oui, après, tu continues. C'est-à-dire que tu vois, je suis rentré à Montréal. Mon téléphone, il arrête pas de sonner, mais je suis content de ça. Attention, je suis très, très content. Mais derrière, maintenant que j'ai développé certaines choses, tu vois, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, où je peux être à la maison et gérer mes affaires après, continuer mes transactions par téléphone. Mais tout le basique et toutes les fondations, il faut être physiquement présent. Il faut que les gens te voient, il faut occuper le terrain. Donc c'est tout un travail, en fait, qui ne paye pas d'ailleurs du tout de suite. C'est vraiment un travail de longue haleine où tu travailles sur la qualité de ton réseau. Et pour rentrer dans ce genre de monde et te faire accepter, il faut que les gens te voient. Il faut que les gens te voient régulièrement. Mmh, dans les bons cocktails entre guillemets, dans les bons 5 à 7, dans les bons événements. Tu vois, le yacht show de Monaco, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde en très, très peu de temps. Mhm. Ouais, 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 donc j'ai passé 4 jours là-bas, à Monaco, où tu te dis: «Ben, ouais, là, tu rencontres du lourd, tu rencontres du très, très lourd» mais c'est ça qui est bien, c'est que tu sais pas qui forcément tu rencontres. Parce que c'est une personne qui t'en ramène une autre, qui t'en ramène une autre. Faut beaucoup se méfier des apparences. Tu as des gens qui sont très bling bling, puis finalement, tu te rends compte Ça va. c'est pas du tout ça. Et derrière, tu as des gens qui paraissent plus modestes et qui, en fait, pèsent des millions, des milliards, tu sais. Donc, c'est là où, justement, il faut aller creuser, il faut être curieux, sans avoir enfin, faut être un petit peu plus intelligent, tu sais, pas aller voir les gens en disant: «En fait, j'ai ça à vendre». Les gens, ils te disent: «Mais tu sais le nombre de choses qu'on me propose à tous les jours?» Ouais, c'est ça. Donc, faut avoir envie d'aller connaître l'humain, en fait. Puis c'est ça qui crée des relations et puis au bout d'un moment, ils vont te dire: «Oh, mais en fait, toi, tu fais ça dans la vie, peut-être que tu peux m'aider», tu vois? Mhm. Je sais que c'est naturel chez toi, puis peut-être peut-être tu le remarques pas. Parce que je sais que les gens, justement, dans ce genre de milieu, parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu manges. À la fin de la journée, il faut que tu Tout vives. le monde. Ouais, 100%. Les responsabilités, Exactement. etc. Mais comment toi tu fais, puis peut-être tu as sûrement analysé ta touche à toi qui fait en sorte que quand tu es dans ce genre de place-là, quand tu sers de poignée main, tu discutes avec ces gens qui font en sorte que non seulement de un, ils se rappellent de toi, puis de deux, qu'ils ont envie de faire affaire avec toi. OK. Parce que... Ouais, ouais, non, je comprends ta question. Moi, je reste naturel. C'est-à-dire que, bien sûr, je prépare mes choses, je connais mes biens que j'ai à vendre, je sais ce que je travaille, je sais avec qui je travaille. Mhm. Mais si tu veux, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, je pense qu'il faut juste être naturel. Il faut juste être toi-même et c'est ça qui derrière, en fait, va déclencher. Surtout avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont tellement l'habitude, en fait, que les gens C'est ça, ils sont méfiants. gravitent, pardon, autour d'eux, justement parce qu'ils ont quelque chose à leur vendre, quelque chose à: «Attends, j'ai le dernier investissement, tu vas tripler tes mises» et cetera. Dire toute la journée, c'est ça. Mais toi, quand tu arrives et que tu lui parles, d'autre chose, rien à voir. Oui, mais tu peux lui parler. Moi, je suis passionné d'automobile, je parle de voiture, mais pas pour lui vendre une voiture. C'est juste pour lui dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu as comme voiture? Est-ce que tu aimes les voitures? Est-ce que tu aimes» faut arriver, en fait, à comprendre que la personne, toi, tu t'intéresses à sa personne et pas à ce qu'elle possède, en fait. Donc si tu veux et c'est pour ça que c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué, si tu veux avoir de l'argent là, tout de suite, là, c'est pas ça qu'il faut faire. Mhm. Vraiment pas. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Oui, tu peux faire des transactions assez rapides, mais derrière, avec ces gens-là, c'est plus bâtir une relation de confiance, puis tu feras du business tout au long de ta vie, en fait, avec ces gens-là. Comme je t'ai dit, si tu arrives en lui disant: «Bah, tiens, regarde», tu sais, tu sors tu sais, tu sors une feuille et tu lui dis: «Voilà, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre». Le mec, il va te regarder, ça me de fou, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'en ai rien à foutre. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller voir quelqu'un. Mhm. Alors que si tu commences en lui disant: «Bah, voilà, moi, je suis passionné de sport, je suis passionné d'automobile, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Tu t'intéresses vraiment à la personne. C'est ça qui va déclencher d'autres façons de faire, en fait. C'est pas forcément l'intérêt de l'argent qu'a ce monsieur ou cette dame. Donc, c'est ça, il faut s'intéresser à la personne. C'est ça qui fait toute la différence.
Mais par rapport à ce milieu, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir comme perspective sur l'argent et les relations humaines? Alors, les relations humaines, ben, t'as beaucoup de belles surprises, puis beaucoup de mauvaises surprises, mais tu te rends compte que, ben, justement, t'as des gens qui travaillent pas comme toi, donc ils sont très intéressés, mais quelque part, en fait, ils se grillent, ils se crament. Ces gens-là, ils se crament, et au bout d'un moment, c'est que de la poudre aux yeux. Quand tu veux rentrer dans certains domaines très fermés comme ça, tu peux faire un coup d'éclat, et après, les gens se rendent compte de quitter, donc voilà, ils te pitchent dehors, voilà, merci, au revoir. Au niveau des perspectives, ben, financières, de toute façon, pour être dans ce domaine-là, je pense que ça peut vraiment t'apporter beaucoup de choses et un certain confort matériel une fois que tu rentres dans le transactionnel. Mais avant de rentrer dans le transactionnel, il faut rentrer dans la confiance avant. Mhm. Donc c'est pour ça que pour moi, tout est lié, en fait, autant l'humain que l'argent dans ce domaine-là. C'est ça. Mais tu vois aussi comment l'argent est dépensé. Fait que toi, est-ce que ça Mhm. te fait voir l'argent différemment? Aussi par rapport aux investissements que les personnes font, non? Non, moi, ça me fait prendre conscience que, bah, il y a des sphères sur la planète où tu as de l'argent, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Ce qui est vraiment un petit pourcentage, hein. Mais tu te dis: Moi, je préfère être près de ces gens-là». Donc ben, on sait jamais, tu vois? C'est pas qu'on sait jamais, c'est qu'il vaut mieux être près des gens qui ont de l'argent. Je te parle même pas de pouvoir, hein, je te parle juste, d'argent, où derrière, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller avec ces gens comme ces gens-là. Mhm. Mais tu comprends qu'en fait, enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je ferais jamais partie de leur monde. C'est-à-dire, je gravite autour, mais je ferais pas partie de leur monde. Ça m'intéresse pas forcément. Parce que, justement, quand toute la journée, tu as des gens qui viennent vers toi, à la fin, tu sais pas s'ils viennent pour toi, s'ils viennent pour ce que tu possèdes. Donc, si tu veux, quelque part, moi, oui, je veux être au contact de ces gens-là parce que, de toute façon, c'est un monde qui me passionne. J'aime les belles choses. Bien sûr, comme tout le monde, on a envie d'en posséder certaines et tout, Mhm. dans certains domaines. Mais derrière, après, faire partie de ce monde-là, je trouve que c'est triste parce que c'est beaucoup d'apparence, en fait. Et tu te méfies de beaucoup de gens. Tu vois, moi, je viens d'un milieu où j'ai jamais manqué de rien. Merci à mes parents pour ça, tu vois. Mais derrière, on n'a jamais eu de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini, de tout ça à la maison. Mais j'ai jamais rien manqué dans le frigo. J'ai jamais rien manqué de rien. Mhm. Donc, si tu veux, moi, ça me laisse des origines modestes. Euh, et puis derrière, en fait, moi, je suis pas. Tu sais, ça m'est arrivé de conduire des Ferrari, ça m'est arrivé de conduire de monter sur des yachts à plusieurs millions. Mais aujourd'hui, ça me fait pas péter les plombs, en fait. Donc, puis c'est quelque chose qui, oui, si un jour j'ai les moyens d'avoir une Ferrari, t'inquiète pas, ça va me faire plaisir, mais pas pour montrer une réussite, pas pour, c'est juste pour le plaisir d'aller rouler avec. Donc, si tu veux, c'est pas le même plaisir que d'acquérir un statut social. Moi, ce que je veux, c'est voilà, avoir une jolie maison, être bien avec ma femme et mes enfants à venir, et puis, et voilà, et qu'on manque de rien. Après, s'il peut y avoir une Porsche et une Ferrari dans le garage, ben, ok, Ça te ouais. dit pas non, hein? Bien sûr, je dirais pas non, bien sûr, non, non. Mais voilà, après, pour moi, c'est pas quelque chose. Faut faire attention avec ça parce que tu as des gens qui, voilà, dès qu'ils commencent à rentrer justement des grosses commissions, des belles commissions, qui font de l'argent, ça leur fait un peu péter les plombs. Mhm. Donc, moi, c'est pas ça, tu vois. Je peux partir, comme on a fait la semaine dernière avec ma blonde, aller à Suppen mais faire une petite rando, voilà, avec les couleurs. Je suis aussi heureux et épanoui que de monter sur un yacht à 50 millions à Monaco. Mhm. Moi, c'est pas ça qui va me faire péter les plombs. Puis qu'est-ce qui t'a fait sortir de... Ben, t'es toujours dans l'industrie du yachting, Mmh. mais là, maintenant, tu as d'autres industries dans lesquelles tu es présent. Mmh. Qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir cette porte et commencer à graviter dans ces industries-là Des également? rencontres, OK. des rencontres. Tu sais, on dit qu'il y a pas de hasard dans la vie, donc je peux pas dire le hasard des rencontres, mais c'est plus des opportunités. Je suis quelqu'un, alors le mot que je vais utiliser, parfois semble péjoratif, mais je suis quelqu'un d'opportuniste. Mhm. C'est-à-dire que quand je vois une opportunité, à ce moment-là, je me pose pas de questions. Mais je fonce et je cherche même pas à comprendre. Pour moi, c'est ça, c'est saisir les opportunités, pas profiter. Parce que souvent, le mot opportuniste est, ouais, tu profites Ouais. des gens. Mhm. Non, je regarde ce qui se présente à moi et derrière, par contre, voilà, je fonce dedans et je cherche pas à comprendre. Tu vois, il m'est arrivé une petite anecdote très drôle, c'est que je suis rentré chez Ferrari à Monaco parce que j'avais à la base une Ferrari à vendre. OK. Donc je rencontre le vendeur avec qui, bah, voilà, le courant passe très bien. Puis il me dit: «Bah, tiens, est-ce que tu as déjà essayé telle Ferrari?» Je dis: «Non, non», il me dit: «Bah, regarde, elle est dehors, si tu veux, on va faire un tour». Bah, à quel moment je vais dire non? Voilà, puis on va faire un tour, on va sur le port de Monaco. C'est une Dodge Cylindrique, donc c'est quelque chose qui est pas encore bien commun.
les premières livraisons devraient pas tarder à arriver. Donc, si tu veux, c'est pas une Ferrari qui est courante en plus. Mhm. Donc, tu te balades à Monaco, on arrive sur le port parce que je voulais faire quelques photos. Pour moi, c'est quand même, je conduis pas une Ferrari tous les jours. Mhm. Donc, il m'a laissé la conduire. On a été faire un tour. On arrive sur le port. Et devant le port, là, tu as un yacht qui fait 140 mètres. Donc, moi, je me dis, bon, la photo de fou, tu vois, le truc Instagrammable. Et elle disait, allez, je prends 2-3 photos. Puis, tu as le crew, en fait, qui vient nous parler. Et puis, finalement, voilà, finalement, ils nous ont invités à visiter le yacht. Ah ouais. Donc, tu rentres dans un Cool, petit ça. V qui fait 140 mètres carrés. 140 mètres, pardon, pas carrés, 140 mètres de l'eau. Et derrière, tu vois, c'est des opportunités Mhm. que tu saisis. Si tu es gêné, tu te dis, oh non, bah, hop, trop tard, c'est parti. Mhm. Donc là, il faut pas réfléchir en fait, dans un truc comme ça. Donc finalement, en fait, avec le vendeur de chez Ferrari, on s'est retrouvé dans un yacht qui fait 140 mètres carrés. 140 mètres, pardon, je vais y arriver. Et voilà, donc on a fait le tour. Eux, ils ont regardé la Ferrari, fait, tu vois, done deal. Mhm. Et puis on est reparti. Tu vois, c'est ce genre de choses qui font que aujourd'hui, je suis en relation avec ce vendeur. Donc si j'ai besoin un jour d'une Ferrari pour un de mes clients, c'est sûr que je vais passer par lui. Mhm. Et puis j'ai gardé les contacts, bien sûr, du crew sur le yacht parce que pour une raison X ou Y, si j'ai besoin, je vais pouvoir les appeler et on va pouvoir dealer là-dessus. Mhm. Mais comment ça fonctionne du fait que moi, si par exemple, je voudrais aller m'acheter une Ferrari, je pourrais directement aller au Ferrari, comparé à si je vais directement te voir, c'est quoi la différence qu'il y aurait pu avoir entre les deux? C'est Le service que je le service, en fait, c'est que, en gros, moi, à la fin, en fait, ce que beaucoup de gens comprennent pas, c'est que le fait de faire appel à un courtier, les gens pensent direct qu'ils vont payer plus cher. Mhm. Alors que non, en fait, ce qu'on fait, c'est que moi, demain, tu veux une Ferrari, en fait, c'est pas compliqué. Moi, ça dépend si tu la veux neuve, si tu la veux d'occasion. Après, il y a encore d'autres. Si tu veux un modèle très particulier, parce que bon, chez Ferrari, tu as des modèles exclusifs qui sont un petit peu plus durs à trouver. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir les contacts pour les trouver, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Après, ça va être la qualité du service. Je dis pas que chez Ferrari, ils ont un mauvais service, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mhm. Mais derrière, si tu veux, tu vas avoir affaire qu'à moi en tant que player. Donc, en gros, si tu as besoin de quelque chose, tu vas m'appeler et moi, je vais gérer derrière. C'est-à-dire que si tu veux, euh, on va... moi, je vais prendre en compte tes besoins, en fait, et puis je vais m'occuper juste de toi. Que le gars de chez Ferrari, il a peut-être plusieurs clients. Donc, c'est différent, en fait, je pense, moi, dans la qualité du service. Et puis derrière, tu sais que moi, je vais pouvoir t'amener aussi beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que tes transactions, en fait, elles vont toujours passer par moi. Et derrière, que tu veuilles une montre, un bateau, même un voyage, comme je te disais, un voyage en jet ou tu veux t'acheter un jet, peu importe, la transaction, elle va passer par moi. Fait que tu n'as qu'un seul interlocuteur. Et derrière ça, c'est pour des gens qui n'ont pas le temps. Parce que, tu sais, on s'entend, on parle de millionnaires, des milliardaires qui gèrent des grosses fortunes, qui gèrent des grosses entreprises. Donc derrière, si tu veux, ils n'ont pas envie de se prendre la tête ah non, mais c'est pas moi, c'est l'autre, c'est si. Là, ils ont un numéro. Voilà, Auré, j'ai besoin de ça. Mhm. Voilà, c'est tout. Et Auré, pourquoi il n'y a pas ça? Ouais, moi, par contre, je vais te répondre. Donc, parce que je connais mon dossier et que je suis mes dossiers et que je sais exactement de quoi il en retourne. Donc, ou si j'ai pas la réponse, parce que je suis pas non plus pas la science infuse, c'est moi qui vais te rappeler. Mais plutôt que tes 50 personnes qui te rappellent, à la fin, ils n'ont pas envie de se prendre la tête là. Et justement, ils me payent pour ça. C'est ça la différence. Et comment tu fais pour développer de bons partenariats? Parce que c'est sûr, il y en a qui vont te promettre de grandes choses, le monde, des les faire. Comment tu fais pour bien choisir tes partenaires pour être en mesure de bien desservir tes clients? Euh, Ça, justement, il faut vérifier tes sources. C'est-à-dire que dans certaines industries, il faut vraiment faire très très attention, il faut s'entourer d'experts. C'est-à-dire que justement, tu sais, quand tu passes dans certains domaines, tu sais, il y a un moment, tu choisis en fait soit toi d'être expert dans un domaine, soit d'être entre guillemets moyen bon partout. Mais derrière, en fait, pour t'assurer de la qualité des choses, il faut t'entourer des bonnes personnes. Mhm. Donc, si tu veux, moi, c'est là où, euh, dans chaque domaine, en fait, j'ai des références et j'ai des experts autour de moi pour m'assurer, justement, comme tu dis, que les gens délivrent bien. C'est-à-dire que si moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant Auré, est-ce que tu as tel bien à vendre ou je cherche tel bien, il faut t'assurer que tout soit conforme, que tout soit carré, que les papiers soient en règle, que les transactions se fassent. Donc après, tu t'entoures forcément d'avocats, tu t'entoures de comptables, tu t'entoures d'experts vraiment qui vont authentifier quand il y a besoin d'authentification.
Donc, tu sais, quand tu vends une montre, bah, il faut que, bien sûr, que tu aies le certificat qui atteste que la montre soit vraie. Donc, il y a beaucoup de ça c'est valable d'ailleurs partout. Mhm. C'est sûr qu'une voiture, c'est plus simple à voir si c'est une Porsche ou une Ferrari, c'est marqué dessus. Puis tu la carte grise qui va avec ou la licence qui va avec. Tu d'autres choses qui sont beaucoup plus compliquées. Donc là, il faut faire vraiment appel à des experts. Donc, il vaut mieux d'ailleurs payer une expertise et puis être tranquille que ce soit les bonnes choses. Ça fait penser à ça, pour de vrai, peut-être ça a l'air... C'est juste comme ça me vient de finir. Je sais que c'est beaucoup de luxe, tu dois te déplacer, il y a énormément de dépenses qui est autour de ça, Oui. j'imagine. Donc, on va dire que pour une transaction, tu peux facilement débourser combien avant de pouvoir encaisser? Alors c'est difficilement quantifiable parce que ça dépend. Tu vois, là, je suis resté 4 mois à Monaco. Mhm. Pas à Monaco même, mais sur la Côte d'Azur, je suis resté 4 mois à Nice. Forcément, il a fallu que je paye mon logement, que je paye ma bouffe, que je loue une voiture pendant les 4 mois. Donc, c'est sûr que quand on voit parfois les commissions, on se dit, waouh, les mecs, ils roulent. Mhm. Oui, mais comme tu dis, on a beaucoup de frais, les avions, les hôtels ou les logements, donc honnêtement, c'est difficilement quantifiable. Et puis ça dépend dans quelle ville tu travailles. C'est sûr que, tu vois, les yacht shows, il y en a au Qatar, il y en a à Dubaï, il y en a aux États-Unis, enfin, il y en a un partout sur la planète. Mais à chaque fois, c'est quand même un investissement. Une journée d'entrée pour le yacht show à Monaco, c'est équivalent de 800 €. Donc, si tu veux, quand tu passes 4 jours là-bas, tu fais le calcul. Donc, Donc, c'est sûr que toutes tes dépenses, il faut les voir comme un investissement. Et c'est pour ça que tu as une certaine pression du résultat derrière. Tu te dis, oh là, aujourd'hui, j'ai dépensé 800, mais j'en ai rentré combien? mhm. C'est bien beau de serrer des mains, c'est bien beau de faire toi tes contacts, mais derrière, oui, tu as une pression du résultat parce que derrière, en fait, tu que de l'argent qui sort là. Donc, puis c'est pareil, après, quand tu vas manger, tu vas déjeuner avec les gens, avec tes clients ou avec les fournisseurs ou avec les experts, peu importe, avec ton réseau, Mhm. c'est pareil. Tu sais, on se dit, ouais, ça va sur la société, mais qui c'est qui alimente la société? C'est nous. Donc, si tu veux, c'est mes commissions qui alimentent ma société. Donc, si tu veux, par rapport à ça, voilà, c'est ça, bien sûr, qu'il faut faire attention. Est-ce que tu es confortable à parler, pas nécessairement de chiffres que tu gagnes, Mhm. on va pas rentrer là-dedans, mais exemple, ce que tu as déboursé, exemple pour une transaction, avant de l'aboutir, que ça puisse se repayer. Euh, C'est confortable. c'est pas que je suis pas confortable, c'est que, comme je t'ai dit, c'est difficilement quantifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas eu à. J'ai fait des transactions, mais plus dans la globalité. C'est-à-dire que il y a pas, par exemple, j'ai pas un client à Bali qui m'a dit, tiens, je veux acheter un yacht. Donc, à chaque fois, je me déplace à Bali. Mhm. Tu vois, c'est arrivé à d'autres courtiers, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Des courtiers qui sont autour de moi qui, voilà, ont dû se déplacer 3, 4, 5 fois à Bali pour vendre ce yacht-là. Donc si tu veux, moi, j'ai pas leur chiffre en tête parce que je sais pas dans quels hôtels ils se déplacent, je sais pas quel est leur train de vie. Mais après, derrière, c'est sûr que quand tu reçois ta commission, bon, tu sais, en gros, les calculs, tu les fais à la fin. C'est sûr qu'il faut être intelligent de se dire, si je pars pour un bateau à 200 000 €, que j'ai 10% de commission, sois intelligent de faire attention que tu rentres quand même dans ta com, c'est-à-dire que tu l'anticipes aussi. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, si c'est un bateau qui fait 20 millions et que tu as 10% de com, mais c'est toujours un risque aussi que la transaction ne se fasse pas. 100% de... C'est-à-dire que, voilà, tu peux aller 4 fois à Bali, puis qu'au bout d'un moment, le propriétaire, il te dise: «Ouais, mais non, ouais, je le vends plus». Mhm. Ou que l'acquéreur, te dise: «Ben, non, finalement», tu sais, ça peut changer d'avis aussi et gérer, signe des contrats, OK, fine, mais à aucun moment, tu sais, tant que tu as pas signé le compromis de vente avec un engagement, toi, tu es pas sûr en toucher ta com, là. Donc voilà, tu as aussi une part d'instabilité là-dedans, où tu te dis: «Bah, la transaction, elle peut capoter n'importe quand, en fait». Mhm. Ou bah, tu te rends compte que finalement, le bateau, il y a un problème quand tu le passes à l'expertise et que, du coup, la transaction soit annulée parce qu'il y a un souci ou que le montant des réparations, l'acquéreur, il te dit: «Ben non, je vais pas je veux moi, puis ou je veux pas un bateau qui nécessite tant de réparations». Mhm. Donc c'est pour ça que, ouais, faut arriver à anticiper et faire attention. Ça, c'est à toi aussi à faire tes «devoirs» entre guillemets avec ton client à la base. Mhm. C'est-à-dire, bon, est-ce que tu es sérieux dans ton achat? Est-ce que tu as vraiment les moyens aussi? Donc tu fais toute une enquête, en fait, autour de ton client aussi pour que lui te dise: «Voilà, je vais acheter un yacht à 20 millions. OK, cool. Mais c'est quoi qui
m'assure que tu as les moyens de l'acheter. Est-ce que tu veux pas juste faire un petit tour de bateau à 20 millions histoire de te faire un kiff? Donc, Faire des photos? ouais, faire des photos en disant, oh là, Ouais, ça, la non. exact. Donc c'est ça, tu vois. Donc c'est vrai que voilà, t'as quand même des analyses et des études à faire, à bien préparer ton dossier, bien travailler ton client avant même d'aller voir un yacht, tu vois. 100%. Ouais. J'aime le fait que tu dis ça parce que justement, je voudrais savoir, vu que tu as traité justement ces détails, ces technicalités, justement, que ce soit des prix matériels ou peut-être des choses que des vices cachants, je pense qu'on dit ça comme ça, Ouais. des contrats que finalement ça aboutit pas. Est-ce que ça t'est arrivé justement, des scénarios comme ça? Alors moi, personnellement, pour l'instant, non. Je suis peut-être chanceux, j'en sais rien, mais pour l'instant, non. Mhm. Non, j'ai pas eu affaire à ce genre de choses, mais malheureusement, ça arrive dans l'industrie. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le yachting, même un bateau qui sort du chantier naval, il va y avoir des défauts dessus. Mhm. Donc, si tu veux, tu es obligé, enfin, en tant que broker, nous, ce qu'on conseille de toute façon à nos clients, c'est fais une inspection. Même s'il sort qu'il est neuf, qu'il n'a jamais mis, j'allais dire, un pied dans l'eau, fais une expertise parce que de toute façon, il pourra pas être, il pourra pas être parfait. Donc derrière, c'est justement, il faut bien se couvrir, il faut bien travailler en amont pour éviter d'avoir ce genre de problème. Et puis après, c'est sur la légalité des choses, il faut toujours faire attention où est ta responsabilité là-dedans pour ne pas avoir après de problème. S'il a justement, genre, ils envoient le bateau dans l'eau, le bateau coule, et ok, c'est la faute à qui? Donc voilà, faut bien faire attention à ça parce que même toi, si tu es là juste pour faire la transaction, ta responsabilité peut être engagée. Mhm. Donc bien faire toujours attention à ce que tu signes, comment tu signes les choses, comment tu les amènes. Ça c'est après tout le domaine juridique où faut vraiment faire attention comment tu travailles là-dessus. Mhm. Puis comment vous faites pour filtrer de bons clients? Parce que comme tu as dit, tu sais pas si quelqu'un est juste là pour peut-être juste profiter d'un moment sur le bateau. Bah, tu as 2 solutions, soit tu vas direct et tu lui dis: «Bah, montre-moi une preuve de fond». OK. Ça, c'est un peu rough quand même. Mais bon, au moins, voilà, quand tu vois les chiffres, ouais, tu sais, tu fais faire une attestation par la banque, hein, tout simplement, comme quoi la personne a les moyens d'aller dans ce genre d'achat. Mhm. Ou alors après, ben, en discutant un petit peu avec ton client, voilà, pas en regardant ce qu'il porte ou ce qu'il conduit, parce que tu sais, une montre, ça peut être acheté à crédit, et une voiture, ça peut aussi être en location. Mhm. Donc, il faut quand même, son Instagram, c'est le pire truc à faire, hein, de spotter là-dessus. Donc, parce que enfin, tu peux aussi faire en sorte que tout soit fake. Mhm. Donc, si tu veux, il faut vraiment faire très attention. Mais après, en discutant avec la personne, en apprenant à le connaître, justement, en voyant comment il se comporte, c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir. Après, quoi qu'il arrive, quand tu commences à avancer dans une transaction, moi, la preuve de fond, je l'amène à un moment ou à un autre. C'est après, selon comment tu es confortable avec ton client, selon comment tu perçois les choses. Tu sais, c'est plus du feeling, en fait, où tu te dis: «Bon, il y a un moment, voilà, on a vu la globalité, moi, par contre, voilà, il me faut une preuve comme quoi tu es quand même bien capable de l'acheter avant que moi, j'engage des frais et que tout le monde, en fait, engage des frais dans la transaction». Putain, on n'a pas le droit de se rendre compte à la fin, là, que tu as pas les moyens, finalement, de l'acheter. Mhm. S'il t'arrive des choses entre-temps, bon, ça, c'est la vie, c'est autre chose. Mais si déjà, dès le départ, tu as pas les moyens, puis il faut qu'on passe à autre chose ou qu'on revoie ton budget ou qu'on voit un bateau plus petit ou voilà, on va s'adapter. Si tu veux un bateau, on va t'en trouver un, mais on va aller dans ton budget, Mhm. dans ce que tu es capable réellement d'assumer parce que le yachting, il y a un truc qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est le coût d'entretien. Le coût d'entretien, c'est faramineux. Ça tourne autour de quoi? C'est 10% du prix du bateau chaque année. Mhm. Alors, grosso modo, Mhm. c'est voilà, en globalité, si tu as un bateau qui vaut 2 millions, voilà, ça va te coûter 200 000, si je dis pas de bêtises, 200 000 par an quoi, d'entretien minimum. Minimum, minimum. Donc voilà, et puis plus tu montes après, ben, plus le pourcentage ne change pas forcément, mais plus tu as des charges parce que tu imagines bien qu'un bateau qui fait 50 mètres, c'est pas toi qui vas le conduire, hein. Donc si même tu engages un capitaine, bah forcément, faut bien sûr qu'il ait tout le crew qui aille avec pour le manœuvrer, pour après servir les gens aussi sur le yacht. Donc ça, c'est des choses, où on arrive à un certain niveau où ouais, ça te coûte très, très facilement beaucoup d'argent, sans même parler de l'entretien du yacht, de l'essence, de C'est ça que j'avais demandé. la place de port, ouah, ça s'arrête plus, hein. C'est dispendieux, OK? Des fois, dans des yachts comme ça, il y a la nourriture, des frais là-dedans, ça Exact. fait que tout ça, c'est des frais. Ça, c'est Vraiment, soit on est en voyagement, il y a un endroit où ce que, le crew peuvent dormir également dans le bateau, le exact. capitaine, tout ça.
Ben, rendu à un certain niveau, de toute façon, tout est prévu à la base déjà. Tu sais, ce que je t'ai dit, un yacht de 50 mètres, c'est pas toi qui vas le conduire. Ben, ou peut-être te faire un petit kiff, t'es un peu au milieu de la mer, tapis dessus, ça après, voilà. Mais, mais c'est juste, voilà, après, oui, bien sûr, t'as tout un carré qui est prévu pour le crew, un autre pour le capitaine, et après, t'as les invités, et après, t'as le propriétaire. Mhm. Ouais, tout est réparti déjà, tout est prévu. Ouais. Hmm. Donc, Non, super. Puis je vois que c'est une industrie que tu as beaucoup appréciée, mais tu en as ainsi, tu as embarqué dans d'autres industries, dans l'horlogerie. Exact. Tu m'as parlé également de l'horlogerie indépendante. Fait que si tu pourrais nous parler justement de comment tu es rentré dans l'horlogerie et ben, comment fonctionne le milieu, ça serait intéressant. OK, OK, bah, avec plaisir. En vrai, c'est, une opportunité. Voilà, un soir, j'ai un ami qui me dit: «Tiens, Auré, viens, on va manger au restaurant, j'ai envie de te présenter des gens». Je dis: «Bah, écoute, ouais, moi, avec plaisir, je suis là pour ça, vas-y, feu». Et en fait, je me suis retrouvé, sans le savoir, mais du tout, en fait, avec, une dizaine d'horlogers, de Suisse, qui, en fait, eux, venaient, présenter leurs montres. Donc je me suis retrouvé à table, voilà, moi j'ai halluciné parce que à ce moment-là, je savais même pas ce que c'était l'horlogerie indépendante. Tu vois? Moi, j'étais vraiment dans le monde, entre guillemets, normal, tu sais, du Rolex, Patek, parce qu'il est pas déjà normal, mais qui est connu, Ouais, connu, ouais, ouais, ouais. Mis de l'avant. voilà, Audemars Piguet, ce genre d'horlogerie que tout le monde connaît. Voilà, Mhm. c'est pas normal, mais c'est connu. Mhm. Et je connaissais pas du tout ce volet, en fait, horloger indépendant. Donc j'ai vraiment eu la chance de discuter, en fait, avec, ce soir-là, je crois ils étaient 10 horlogers indépendants qui vraiment, heu, eux, m'ont présenté les montres que eux confectionnent, en fait, fabriquent. Ça, c'est fou parce que tu es en direct, en fait, avec le gars qui produit une montre suisse. Et tu sais, ça m'a frappé. Parce que, tu sais, moi qui ai quasiment toujours eu des montres connectées, des Apple Watch, ce genre de choses, je me suis jamais vraiment réellement intéressé à ça. Puis après, bah, comme je te disais, quand tu es relié au monde du luxe, ben, c'est la «suite logique» entre guillemets. Après tu te lances pas, ça c'est autre chose. Mhm. Puis derrière, bah, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un petit moment que, il y avait un gars sur le côté qui lui n'était pas horloger. J'ai dit: «Bon, lui qu'est-ce qu'il fait là?» Donc bah, en fait, j'ai discuté avec lui et en fait, je me suis rendu compte que c'était le responsable de ce comité. Donc en gros, c'est un comité d'horlogers indépendants qui a à peu près une trentaine de marques. Donc il va à peu près à tous les prix, parce que qui dit horlogerie suisse dit pas forcément des montres à, voilà, tu as de l'accessible comme du beaucoup moins accessible. Et derrière, en discutant avec lui, ben, il m'a dit: «Bah, on s'est présenté et en fait, on avait un parcours commun sur le début du côté militaire». Donc forcément, ça a tout de suite fité. Lui était dans la marine nationale et donc du coup, bah, après il a eu l'idée de lancer ça au bout de quelques années. Bref, je vais pas vous faire sa carrière en totalité, mais ça fait que ça m'a il m'a dit: «Bah, écoute, si tu connais pas, on va t'expliquer et ben, pourquoi pas un jour, voilà, tu es broker de toute façon, donc il dit: «Si ça peut t'intéresser, on peut te rentrer avec nous et que, ben, si tu as des gens qui veulent des montres, bah, tu sauras, voilà, tu sauras de quoi tu parles, hein». Et je dis: «Ben, OK, cool, vas-y, feu, c'est parti». Et puis, ben, quelques semaines après, il m'a dit: «Bah, tu sais, on ouvre une boutique à Monaco, ce serait intéressant que tu travailles avec nous sur l'ouverture de la boutique». Et finalement, en fait, il m'a vraiment fait confiance, puis il m'a introduit, en fait, vraiment dans ce milieu. Mhm. Et après, il m'a dit: «Écoute, si tu veux vraiment comprendre, faut que tu montes à Genève». Donc, et là, par contre, donc j'ai vraiment eu la chance d'être invité, 3 jours à Genève, pour les Geneva Watch Day, donc c'est un salon de la montre, en fait. Et là, par contre, j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était réellement, puisque j'ai vraiment eu la chance de visiter, des ateliers, en fait, les ateliers des horlogers. Mhm. Et là, d'un coup, tu en prends plein la tête. Et c'est extraordinaire de voir l'envers du décor, en fait. Et c'est là où je me suis dit: «OK, ça, c'est une très, très belle opportunité et c'est une autre corde à mon arc». Mhm. Et en plus, je peux pas vous parler de passion, mais c'est tellement intéressant. Surtout quand tu parles, par contre, avec des gens qui sont passionnés, tu sais, qui arrivent à te transmettre. C'est moi, je suis une éponge. J'y Mhm. connais rien, j'ai envie de comprendre, tu vois? Je suis curieux. Et là, ça a été extraordinaire. J'ai vu les ateliers, de Singer, hein. Je sais pas si vous connaissez la marque d'horlogerie Singer, qui est à la base une marque de voitures, qui ont, créé une marque, une branche horlogère.
J'ai visité Taos, donc c'est des marques qui vous parlent peut-être pas, mais c'est honnêtement la qualité, c'est fou. Et là d'un coup, en fait, tu vois, Rolex, t'as downgrade. Ah, ça, littéralement. Ah ben oui, parce que Rolex, en fait, quand tu parles avec des vrais horlogers, eux t'expliquent l'envers du décor. Alors je dis pas que c'est des montres pas de bonne qualité, c'est pas du tout ça. Je pas non, mais c'est là où tu te dis, mais en fait, les Rolex, elles sont quand même fabriquées entre guillemets à la chaîne. Hmm. Alors que là, Plus industriel. exact, plus industriel, exactement. Alors que l'horloger indépendant, lui, il fabrique sa montre. Tu sais, il y en a un qui a carrément son atelier dans son garage. Mais ils vendent des montres, par contre, elles sont extraordinaires. Tu te dis: «C'est fou, le mec place un tourbillon, surélevé avec une petite miniature d'ailleurs, on est en train de travailler sur certains projets, tu vois? Pour miniaturiser un peu les objets, pour les mettre sur le tourbillon. Lui a déjà des franchises, pas des accords avec des franchises pour justement, heu, mettre, tu vois? Ils les ont mis le vaisseau de Boba Fett dans Star Wars sur le tourbillon. C'est fou ce qu'il fait ce garçon-là. Donc c'est mais ça, tu vois, c'est vraiment des choses que tu peux pas retrouver dans l'horlogerie plus classique, en fait, qui est faite plus à grande échelle. Là, le mec, le vaisseau, il l'a fabriqué lui-même, quoi. Donc si tu veux, elle est unique cette pièce. Donc ça te permet d'aller vraiment dans des endroits exceptionnels. Donc, au niveau de la quantité, c'est sûr qu'on retrouve des quantités un peu plus Super limitées. limité. Ouais. Bah oui, parce que c'est un rapport avec l'horloger. C'est-à-dire que le mec, il peut pas fabriquer 10 000 montres par an. Donc ils font des collections super limitées. Donc et en fait, si tu veux, voilà, pour revenir au collectif, en fait, le principe de ce collectif, c'est d'aider ces horlogers-là, en fait, à grossir, à mieux on est un peu comme des agents d'horloger, en fait. Et que, Donc si tu veux, on les aide à diffuser et à vendre, et à promotionner leurs montres. Pour certains qui sont plus novices, parce que, le projet aussi, c'est de chaque année, en fait, sortir un élève, une fois par an ou une fois aux 2 ans, c'est de sortir un élève de l'école d'horlogerie de Morteau, qui est considérée comme la plus grosse école d'horlogerie du monde. Et en fait, de l'aider, en fait, justement, à vendre sa montre, à se développer. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, dans leur dernière année d'études, en fait, ils ont un projet à faire, donc la création d'une montre concrète. Et puis, voilà, cet horloger-là, on va l'aider, nous, à aller, justement, acquérir une réputation. Et tu as peut-être le prochain Richard Mille, pardon, là-dedans aussi. Je sais pas. Donc c'est ça qui est super intéressant. puis en termes de type de clientèle, c'est pas le même style d'acquisition comparé au yacht. Mhm. Donc, comment on fait pour rejoindre la clientèle, surtout quand c'est une industrie dont on ne connaît pas nécessairement, on n'entend pas souvent Et parler? justement, c'est le but. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on implante une boutique à Monaco. C'est pour faire découvrir, entre guillemets, l'horlogerie indépendante. Tu vois, moi, je vais plus m'occuper du volet événementiel. Donc, en gros, on va faire des événements auprès des Monégasques pour leur faire découvrir et leur dire, ben Ah, voilà, les gars, c'est quoi? Juste les habitants de Monaco, visiter. pardon. Excusez-moi. Donc voilà, faire découvrir en fait aux gens qui sont plus habitués justement à du Rolex Patek, etc., de l'horlogerie indépendante qui peut être, pour finir, beaucoup plus exclusive. Donc c'est des choses que ces gens-là cherchent parce que tu sais, tu as des gens tu rentres chez eux, ils ont déjà 10, 15, 20 montres. Puis derrière, par contre, tu dis ouais, mais celle-là, tu l'as pas. Et c'est pas possible que tu l'aies parce que celle-là, elle a été faite pour moi. Donc, tu sais, tu joues un petit peu avec l'ego. Tu taquines un petit peu, tu dis: «Comment ça? Moi, je peux pas l'avoir». «Ben non, celle-là, elle est à mon poignet et elle a été faite pour moi». Je fais: «Ah». On s'est dit: «OK, fine. Par contre, je veux bien que tu m'en fasses une, pour moi». «OK, on va te trouver le bon horloger. Qu'est-ce que tu veux?» Ah ouais, quasiment du sur-mesure, mais au niveau des montres. Complètement, Wow. complètement. Oh oui, on peut vraiment aller sur, ce qu'on appelle nous, du bespoke où vraiment la montre sera unique. Elle va être fabriquée vraiment pour la personne, et tu en trouveras pas 2 comme ça. Et en termes de gamme de prix pour ce genre de biens, qu'est-ce qu'on... Bah, tout dépend de ce que tu mets dessus. C'est si tu restes entre guillemets sur de l'horlogerie classique, mais après tu peux rentrer des pierres précieuses dessus. Ah, Tu sais, comme un Jacob & Co fait par exemple, derrière dès que tu vas rentrer des pierres précieuses, ça va te faire exploser le prix. Donc nous aujourd'hui, on a vraiment une gamme qui va de plusieurs, centaines de francs suisses, où tu peux aller après voilà quand tu customises et après en fait, il y a pas vraiment de limite.
Après, tu peux aller sur plusieurs millions, mais parce que tu peux rentrer des pierres précieuses. Tu peux faire rentrer, on a fait rentrer un cadran en saphir sur certaines, avec une sculpture en saphir au-dessus du mécanisme, pardon. Mhm. Donc, c'est des trucs, à la fin, oui, il faut que ce soit quantifiable, mais quelque part, c'est inestimable, en fait. Donc, c'est ça qui est magnifique et c'est surtout unique. Donc, quand tu as quelqu'un qui arrive à une soirée, tu sais, puis qu'ils font comme ça, là. C'est bon, t'as compris. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que tu as déjà vu tes clients venir justement démontrer énormément d'engouement envers ces montres-là suite à l'ouverture Alors, de la en boutique? fait, officiellement, on n'a pas encore ouvert que c'est pour ça que on est en cours là. Il reste peut-être 1 ou 2 semaines avant qu'on puisse ouvrir. Donc, mais déjà, l'engouement est là de par les premières présentations qu'on a fait. Donc, et les gens, en fait, commencent à prendre conscience de se dire: «OK, je peux avoir quelque chose qui est unique, je peux avoir quelque chose qui est, et que moi qui vais porter». Mais c'est petit à petit, ça va se faire, en fait, sur plusieurs années, en fait, le temps qu'on présente les choses. Puis après, oui, tu as la crédibilité de la boutique. Après qui va arriver, où on va pouvoir amener les gens physiquement à venir à la boutique, à voir certains modèles qu'on a. Et surtout, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ils vont pouvoir rencontrer l'horloger qui fabrique la montre Sur place. sur place. Mm. Exact. C'est-à-dire que régulièrement, en fait, on va faire venir des horlogers de Suisse, c'est-à-dire ils vont se relayer, en fait, pour venir et présenter leur montre, expliquer leur histoire, pourquoi ils ont fait la montre de telle façon, pourquoi ils utilisent tel matériau. Puis tu sais, les mecs, c'est des geeks, là. C'est des passionnés. C'est moi, tu vois, ça me l'a transmis, en fait, le fait de parler avec ces horlogers-là, ça m'a transmis le virus, entre guillemets. Mais c'est extraordinaire, tu vois? Tu sens que les mecs, ils parlent avec leur tripes, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Bah, tu vois, on en revient aux relations humaines. C'est-à-dire que oui, on parle d'un objet, mais à la fin, tu vois, ce qui m'a vraiment fait «craquer» entre guillemets, c'est que, c'est toute l'histoire qui va autour. Mhm. Puis c'est L'histoire pas du bien. oui, oui, bah, l'histoire du bien, mais de celui qui l'a fabriqué, exact, tu vois? Chacun nous raconte un petit peu son parcours, tout ça, non, non, c'est juste génial. C'est, une aventure humaine, en fait, à la fin. Puis, il y a déjà eu quand même des ventes par rapport à ces genres de montres-là. Oui, 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 bah, de toute façon, le collectif, il existe depuis un petit peu plus, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il existe. Donc si tu veux, voilà, c'est des gens qui ont des relations, et qui vendent déjà des montres à des gens que tu te dis: «Ah bon, OK, c'est cette marque-là qui fournit». Tu vois, regarde, tu as eu le Ballon d'or, il y a quelques semaines, Gianluigi Donnarumma, il avait une montre, qui vient, bah, d'un de nos horlogers. Ah ouais. Voilà, donc si tu veux, c'est là où tu prends conscience que, ouais, OK, on a pas mal de footballeurs qui prennent, bah, parce que justement, tu sais, quand ils arrivent tous au vestiaire avec tous leurs Rolex, OK, c'est cool, mais ben, tout le monde l'a. Alors que celle à Donnarumma, il y en a qu'une qui lui a été vendue, enfin, qu'il a acheté lui pour cet événement-là. Après, c'est sûr que ça fait un coup de pub aussi forcément pour la marque. Tout à fait. C'est une promotion extraordinaire, mais ça récompense juste la qualité du travail, en fait. Donc, tu vois, tu as des clients comme Neymar qui achètent aussi. Aussi, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, on a il y a il y a des clients pour certaines, donc voilà, tu pour as la chance de certaines les marques. rencontrer également. Moi, je les ai pas rencontrés personnellement parce que j'ai pas assisté à ces transactions-là. OK. Mais voilà, ouais, t'as des gros noms qui se font plaisir avec des montres, comme ça parce que c'est des passionnés aussi et puis eux ont bien sûr les moyens d'aller chercher ce genre de choses. Tu vois? C'est, quelqu'un comme Ronaldo, il va régulièrement chercher du Jacob & Co. Donc, nous, on travaille pas avec, Jacob & Co directement parce il a pas besoin de nous. Très concrètement. Mais ouais, c'est sûr que quand tu as des égéries comme ça, ça donne un coup de boost, forcément. Et c'est juste récompenser la qualité du travail. La qualité du travail, elle est folle. Mhm. Folle dessus. Tu m'avais fait part aussi de quand tu étais à la boutique, puis il y avait une personne qui était venue rafler les 6 montres de suite, puis on a dit de les livrer directement à leur chambre. Ouais, bah ça c'était, ouais, mais ça c'était à Genève. Moi, Ah ouais. ouais, ouais, moi ça, bah justement, les horlogers exposaient et voilà, tu un gars qui est rentré, qui a dit: «Bon alors», bah déjà il est rentré avec 2, tu sais, les montres sur les 2 poignets. Ah ouais, 2 montres. Bah, il avait une montre sur chaque poignet et voilà, déjà quand tu regardes les montres, tu dis: «Bon», même si j'ai pas beaucoup de recul, j'arrive quand même à peu près à estimer et ouais, je pense qu'il avait déjà un petit 300, entre 300 et 300-400 000 € déjà sur les poignets et derrière, voilà, il est rentré, il a dit: «Bon, alors celle-là, celle-là, celle-là» et voilà, hop, il est reparti. Ah oui, ah bon, d'accord. Et Dieu me l'a livré là-bas et puis après c'est un client qui est connu, donc si tu veux, on sait où envoyer le bill et puis voilà, terminé, quoi.
Mais c'est vrai que moi, je suis pas habitué à ce genre de choses. Mhm. Donc et j'espère un jour ne pas m'habituer, tu vois, à ça. Ah À ouais, toujours pourquoi? parce que, tu sais, je veux toujours regarder, tu sais, un petit peu le côté waouh, c'est pas normal de faire ça, là. Et lui, il est rentré comme s'il allait faire son épicerie, tu sais. Toi, tu vas au Maxi, tu fais tomber les trucs de salade, de poulet, tu vois. Lui, il a fait ça avec des montres qui valent. Et là, tu te dis, bon, ouais, là, on est ailleurs, là. Mais justement, depuis que tu as mis les pieds à ce genre d'endroit-là, avec ce style de clientèle-là, qu'est-ce qui t'a surpris? Parce que peut-être tu avais une perspective avant d'être dans ce genre d'endroit-là. Qu'est-ce que tu as remarqué, que ce soit euh, le style de vie, les besoins, qui est complètement différent que monsieur, madame, tout le monde? Qu'est-ce que tu as remarqué? Ben, alors, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que les gens qui ont vraiment d'argent, bah, finalement, ils sont super simples. Hum, Ils se prennent pas la tête. C'est, t'as ceux qui veulent devenir, puis t'as ceux qui ont déjà et qui sont déjà. Bah, ces gens-là, bizarrement, tu verras qu'ils se prennent pas la tête. Ils sont super simples. Alors oui, ils se baladent avec des grosses montres, des grosses voitures, mais ils sont plus dans tu sais, ils ont plus besoin de prouver. Donc derrière, en fait, si tu veux, ben, ils se prennent moins la tête et ils sont bizarrement très accessibles, ces gens-là. Ah ouais? Ouais. Et des fois, Mhm. tu te rends pas compte à qui tu parles. Parce que justement, tu sais, il y a pas forcément, tu sais, le suit qui vient de grosses marques italiennes sur mesure. Non, c'est les mecs qui sont en jean, en t-shirt, petits mocassins très propres, mais qui se prennent vraiment pas la tête. Et c'est ce genre de personne, en fait, où tu te dis, en fait, tu vois, tu as un mec qui a la grosse montre, qui est comme ça, les lunettes, la barbe super taillée, super carré, super propre sur lui. Et tu sais quoi, je vais peut-être aller voir maintenant que j'ai un petit peu plus de recul. Je vais peut-être plus aller voir celui qui a les Air Max, tu vois, le jean et puis le t-shirt. Parce que finalement, tu te dis, si lui, il est là habillé comme ça, Tout à fait. c'est qu'il pèse. Parce que lui, il peut se permettre de faire ça, tu vois. Moi, j'arrive en Air Max au Casino de Paris, elle m'a dit: «Vas-y, sors de là». D'accord. Que, tu vois, ça rentre, mais que tu te dis: «Celui rentre comme ça», c'est clair. C'est très, très lourd. Hum. Super. C'est une autre question parce que je sais que je t'ai coupé des fois, là. Non, 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 non. Ça fait le tour, moi, de mon côté. Ah ouais? Ouais. Bon, super, Juste super. après, j'ai une autre question, là, mais Non, honnêtement, super. ça tourne dans ma tête, pas une horlogerie indépendante. Ouais, J'aurais juste aimé vivre l'expérience parce que il y a le vivre, puis il y a l'expliquer. exact. Puis juste de la façon que tu m'as dit, leur passion, comment c'était intéressant. Non, ce que j'ai vécu, c'est difficilement j'essaye peut-être de le partager parce que c'est tellement extraordinaire, mais après, non, il y a rien de mieux que de le vivre, ça, c'est sûr. Est-ce que, mis à part tout ce qui est horlogerie, tu fais autre chose aussi ou bien tu prends plus le yachting, l'horlogerie? Ben, maintenant, je suis rentré un petit peu dans l'art, mais l'art, je me méfie énormément parce qu'il y a il y a beaucoup d'arnaques. Donc, c'est pour ça que je m'entoure vraiment d'experts qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et puis, pour faire une transaction dans l'art, faut que toutes les étoiles soient alignées, sinon, faut pas y aller. Hum. Ouais, c'est très, très compliqué. Donc, puis tout le monde tire un petit peu la couverture, tout le monde veut gratter sur les commissions, ce genre de choses. Donc, du coup, j'y vais à tâtons, tranquille. Ça fait que ça passe, tant mieux. Ça passe pas, écoute, je compte pas là-dessus pour vivre. Mais pareil, c'est un monde qui est ultra passionnant, mais qui est très compliqué, très, très dur. Donc, puis après, bah, t'as d'autres facettes, comme je te disais. Tu vas sur des hélicoptères, tu vas sur des jets, de l'immobilier aussi. Donc, des terrains à vendre, ce genre de choses. Après, au bout d'un moment, bah, tu sais, bah, de par ton réseau. Tiens, Auré, est-ce que tu connais un client qui aurait besoin de ça ou qui veut vendre ça? C'est-à-dire que même après, en fait, on arrive à s'entourer, quand tu t'entoures des bonnes personnes, toujours pareil, tu t'entoures avec des brokers, en fait, ben, on partage nos listes parfois Ah, OK. entre brokers. Bah, pas nos listes, parce qu'il faut faire attention quand même, parce que tu as quand même certains dossiers pardon, qui sont confidentiels. Donc, tu fais attention selon comment le vendeur veut procéder. C'est-à-dire, soit il te dit, moi, c'est pas compliqué, soit tu me trouves un acheteur direct, soit no way, je fais pas de transact. Donc, tu signes des papiers, des clauses de confidentialité, ce genre de choses, pour voilà, respecter la volonté du vendeur. Moi, j'ai pas de problème avec ça et je m'adapte. Voilà. Après, tu en as d'autres qui te disent, ben oui, tu as une liste de diffusion, mais restreinte. C'est-à-dire que éventuellement, si tu as un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la même chose que moi, mais qui peut avoir le client, ok, fine, ça peut se faire aussi. Hum. Mais tout dépend en fait à la base comment le vendeur lui veut travailler. Ou l'acheteur, ça dépend aussi. Si tu as quelqu'un qui te dit, bah voilà, je veux tel tableau, par contre, je veux pas que vous soyez 50 000 intermédiaires parce que les informations vont se perdre, parce que
c'est tellement compliqué que tout le monde soit d'accord entre les intermédiaires. Et les intermédiaires, à la fin, oui, c'est bien parce que c'est des mises en relation, mais quand il y en a trop, c'est pas forcément bon. Puis à la fin, tu sais même plus qui c'est qui a le produit ou pas. Donc, tu te dis, bon, c'est trop compliqué. Donc, c'est pour ça que je te dis, si vraiment les étoiles sont pas toutes alignées, moi, je prends je dis non, les gars, merci, non, merci, mais non, merci. Mhm. Donc c'est ça. Après, l'immobilier, c'est juste, voilà, moi, je mets en relation en général. Parce que, tu sais, il faut s'entendre quand même que c'est des domaines qui nécessitent vraiment de savoir de quoi on parle. Ouais, exact. Donc, moi là, ma force, c'est vraiment de mettre en relation les gens. Et après, sur la qualité des produits, je fais confiance justement à des gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire que le yachting, ça va. Je gère, j'ai été formé pour ça, je travaille dedans, il n'y a pas de problème. L'horlogerie, maintenant, je peux gérer parce que je suis dedans. Mais par contre, après, voilà, quand tu as quelqu'un qui vient me voir en disant, bah voilà, je veux une villa à Saint-Tropez ou quoi, c'est pas moi qui fais faire l'analyse des marchés parce que je sais pas comment faire. Puis c'est pas, voilà, il y a un moment, il faut rendre à César aussi ce qui appartient à César. Par contre, voilà, si tu as quelqu'un qui vient me voir qui me dit, oui, je cherche une villa à Saint-Tropez, à Monaco, peu importe, bah, ça va me faire plaisir de l'aider, mais je vais le mettre en relation avec une personne, avec un courtier immobilier, par exemple, qui lui, bah, c'est vraiment son domaine d'expertise. Moi, je me mettrai pas là-dedans. Et je vais prendre bah, une commission comme rapporteur d'affaires, tout simplement. Donc, je vais me mettre d'accord avec le courtier en disant, voilà, moi, je te ramène un client, potentiel, il va pouvoir acheter. Comment tu travailles? Comment tu rémunères les rapporteurs d'affaires? Soit ça me convient, soit ça me convient pas. Voilà. Mhm. Puis c'est quoi la leçon que tu as pu tirer justement de qu'est-ce que tu as pu toucher dans le passé en tant que policier, puis par la suite à être courtier en marchandises de luxe, ça a été quoi la plus grande leçon que tu as pu tirer de toutes ces expériences-là? C'est, ben, la plus grande leçon, c'est que, j'ai beaucoup aimé, être policier, vraiment. Je me suis vraiment régalé parce que, même si à la fin, bon, ça devenait dangereux, j'étais frustré par ma paye, ce genre de choses, parce que finalement ta paye elle évolue pas, tu es plafonné et tu me dis: «Bon, ben, la Porsche dans le garage, je l'aurai jamais, quoi». Je reste là. Donc, il a fallu que je me bouge. Et que je fasse d'autres choses. Par contre, là où moi je trouve dans mes expériences professionnelles, que ce soit la police ou que ce soit, au gym à Montréal, c'est à chaque fois, comme je t'ai dit, c'est l'aventure humaine. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses, qui tournent autour de la psychologie, en fait. Donc quand tu apprends à cerner les gens autour de toi, rapidement, que tu t'entoures des bonnes personnes et tout qui se passe bien. Et tu commences un petit peu, tu sais, à mettre de côté, à tasser les gens là qui parlent pour rien dire. Mhm. C'est là où en fait, ben, moi pour moi, c'est la plus grande leçon que j'ai appris, parce que, ben, tu sais, j'ai pas 20 ans non plus, je sors pas, je suis pas «tout neuf» entre guillemets, mais je trouve que j'ai le meilleur âge en fait pour bénéficier de l'expérience que j'ai et puis de pouvoir mettre à profit pour les prochaines années, tu vois? Mais tout en fait en cernant les gens. C'est là où moi je pense que je suis pas trop mauvais, c'est de m'entourer des bonnes personnes et puis derrière en fait d'arriver à cerner les gens qui sont là juste pour faire du bruit ou vraiment tu as des gens qui sont là pour travailler et amener une bonne énergie en fait, tout simplement. Mhm. Donc ouais, c'est surtout ça. Surtout dans ce domaine-là, il faut vraiment faire attention avec qui tu penses. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que euh, je sais que c'est dans ta nature de vouloir aider les gens, les mettre en contact, mais c'est quand, à quel moment où est-ce que tu fais la distinction entre oui, je suis là pour t'aider, je veux que tu puisses accomplir la transaction ou l'achat que tu as besoin de faire pour X, Y raison, et aussi, par contre, aussi, si je te réfère à quelqu'un de qualité ou quoi que ce soit, je m'attends aussi à être compensé. Parce que, exemple, on va dire que dans plusieurs domaines, on va dire, pas en assurance. Il y a des partenaires, peu importe dans l'assurance, que ce soit en immobilier, que ce soit peut-être, c'est quoi les autres domaines que vous êtes en relation, que ce soit en hypothèque, Courtier hypothécaire, cause courtier hypothécaire, immobilier, exact, avocat. fiscaliste ou quoi, peu importe. Bah, les notaires aussi. Oui, exactement. Mhm. Comment tu t'aurais positionné entre oui, c'est bien, je te mets en contact avec des gens pertinents qui vont t'aider à ton accomplissement et aussi avoir ta cote? Comment tu fais la distinction? Bah, la distinction, en fait, si tu veux, quand tu rencontres quelqu'un, tu parles, en tout cas, moi, je parle pas forcément de business tout de suite. Mhm. Ok. Après, quand ça rentre dans le business, il faut mettre tes conditions directes. C'est-à-dire que quand tu es en train de rentrer un mandat, et que pour un bien, peu importe ce que c'est, que ce soit une auto, que ce soit, peu importe, un yacht, peu importe. Mhm. Ben, il y a un moment, oui, faut être gentil, mais
faut pas être bête. C'est-à-dire que comme tu dis, il faut remplir ton frigo, il faut payer tes charges comme tout le monde. Donc tu as des standards après là-dedans. Mhm. C'est-à-dire que ben, t'expliques à la personne, tu t'as fait appel à moi, derrière, en fait, tu mets tes conditions, puis tu fais signer un mandat de vente là-dessus, en Mhm. fait, si tu veux. Donc, tes conditions, il faut les amener pas le plus rapidement possible, mais il faut faire comprendre aux clients, en fait, que moi, je préfère, à la fin, te dire, si tu n'acceptes pas les conditions, c'est pas grave, fine, j'ai pas de problème avec ça. Soit, tu les acceptes, soit à ce moment-là, tu sais quoi, même ça va me faire plaisir d'être référé quelqu'un d'autre qui va peut-être prendre moins cher, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand même rare parce qu'on est à peu près tous dans les mêmes rangs. Tu as personne qui s'amuse à casser le marché là-dessus, sinon on mange plus, quoi. Mhm. Donc si tu veux, c'est par rapport à ça où de toute façon, c'est entre guillemets standardisé. C'est-à-dire sur un yacht, c'est pas compliqué, c'est 10%. Mhm. Voilà. Après, tu vas pas forcément toucher les 10% parce que tu peux avoir un broker aussi acheteur qui va être là. Tu peux travailler avec une agence ou tu peux travailler peut-être avec un hôtel, un concierge, tu sais, qui va te référer le client ou quoi. Donc, faut penser à faire Il y a des répartitions. exactement. C'est-à-dire que chaque personne qui t'a aidé à faire la transaction, forcément, elle va toucher sa rémunération. Mais tu t'imagines bien que moi qui vais m'occuper de toute la partie vente administrative, je vais pas toucher la même cote que quelqu'un qui m'a juste donné un numéro, qui m'a dit tiens, Mhm. oui, et bon, toc le numéro. Mhm. Même si à la fin, oui, c'est ça qui a fait passer la transaction. Mais tout le travail en amont et en aval, c'est pas le même. Donc, si tu veux, c'est ça où c'est toute une question de négociation, mais il faut mettre tes conditions très rapidement, en fait, dès le départ. Mhm. Voilà. Ok. Puis si quelqu'un voudrait rentrer dans l'industrie, ce serait quoi les meilleures étapes pour commencer? Faut cerner ce que tu veux déjà à la base. C'est où tu veux te rendre. Est-ce que tu veux juste faire ça en dilettante, tranquille, en disant, bon, là, de temps en temps, je fais une transaction, ça va pouvoir compléter mon revenu, entre guillemets, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne solution. Soit tu te lances full et all-in et tu te dis, ok, là, il faut vraiment mettre une stratégie en route et de voir la qualité de tes contacts. Moi, c'est ce que je te dis, quand je me suis lancé là-dedans, avant même de commencer, j'ai commencé à regarder mon téléphone et me dire, voilà, telle personne, ok, elle connaît telle personne, elle habite à tel endroit, telle personne, elle a tel contact. Et naturellement, en fait, telle personne peut m'apporter aussi certaines choses. C'est-à-dire Mhm. que c'est, moi, j'ai mon réseau, et puis derrière, je me suis intéressé au réseau de mon réseau. Donc, si tu veux, c'est là où tu as certaines personnes qui vont te dire, ouais, mais en vrai, tu utilises le monde. Oui, mais de toute façon, demain, tu vois, je te t'en parlais tout à l'heure, je te disais, toi, demain, tu as besoin d'un plombier, tu vas me voir, t'as pas de plombier. Mhm. C'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, je vais me faire rémunérer pour ça, parce qu'il y a un moment, maintenant, c'est mon métier. Exact. Donc, c'est juste que j'ai toujours autant de plaisir à mettre en relation les gens, sauf qu'aujourd'hui, je le monnaie. Mhm. Voilà, c'est comme ça que voilà, je fournis un service, une qualité de service et que derrière je suis rémunéré pour ça, hein. Donc après le meilleur conseil que je puisse donner vraiment pour quelqu'un qui se lance, c'est, d'avoir de l'argent devant toi pour être, parce que tes premières transactions, tu vas pas les faire, voilà: «Bonjour les gars, je suis le broker, c'est la fête», quand tout le monde t'appelle. À Taillable. moins d'avoir déjà 800 000 personnes sur ton compte Insta, peut-être que ça pourra t'aider et encore que je suis pas vraiment sûr Mhm. parce que les gens à qui tu as affaire, ils veulent pas que toi, tu sois exposé dans une certaine sphère, Ok. Hmm. hein. Ils veulent au contraire. Tu sais, ces gens-là, ils ont pas d'Instagram. Les milliardaires, là, ils ont pas d'Insta, à part Jeff Bezos ou j'en sais rien, moi, Elon Musk, qui aime beaucoup le côté spotlight. Mais tu as beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui veulent pas forcément que ça se sache ou qui veulent pas être exposés médiatiquement. Donc, Mhm. s'ils ont un courtier qui est exposé médiatiquement et qui commence à parler des affaires de leurs clients, ils se brûlent. Ça marche pas. Bah non. Mhm. Donc, voilà. Donc, pour résumer, prévois que tu puisses vivre pendant 6 mois, 1 an, sans qu'il y ait rien qui rentre. Mhm. Vraiment, ça, c'est le meilleur conseil. Et puis après, adapte la stratégie en fonction de tes relations, en fonction de tes contacts. Mais n'aie pas peur d'aller voir du monde, d'aller serrer des mains, d'aller rencontrer des gens. Mais forme-toi. Après, il faut que tu saches. Entoure-toi des bonnes personnes qui vont t'apprendre. Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être bien développé à Montréal ou bien il faudrait aller dans le sud de la France pour? Ben, à Montréal, tu as quand même des gens qui ont de l'argent. Tu sais, on s'entend, tu as des gens qui ont de l'argent, donc bien sûr que ça peut se faire. Bien sûr que ça peut se faire. Je veux dire, tu vois des concessions Ferrari, tu vois des concessions Rolls, tu vois t'as de l'immobilier aussi, même si bon, le marché est un peu Mhm. bizarre en ce moment, mais
Je veux dire, t'inquiète pas que t'as des gens qui ont des Rolex, t'as des gens qui ont des montres. Donc, à partir de là, c'est sûr que t'as des places qui sont plus favorables que d'autres. Mais peut-être qu'après, ben, tu peux commencer ici pour t'essayer, entre guillemets, et voir un petit peu comment ça fonctionne dans ta zone de confort. Parce que si tu es Montréalais, si tu as vécu à Montréal, tu as peut-être un réseau qui est déjà un peu plus développé ici. Et puis après, ben, le jour où, de toute façon, tes connexions, elles vont aller à l'international à un moment ou à un autre. Mhm. Je veux dire, tous les gens qui ont les moyens d'avoir des yachts ici, ben, à Montréal, non, mais ils ont les moyens ici. Mhm. Et puis, bah, ils mettent leur yacht, soit en Floride, soit dans les Caraïbes, soit donc si tu veux, c'est pas oui, tu peux commencer ici. Tu peux commencer ici tranquillement, puis après, bah, tranquillement. Tu sais, tu peux exploser aussi. Je veux dire, si tu rencontres les bonnes personnes qui ont les moyens, je veux dire, quelqu'un comme Luc Poirier, si tu l'as dans ses contacts et que tu es son vendeur chez Ferrari, tu es heureux, quoi. Mhm. Donc, parce qu'il t'achète au moins 2 Ferrari ou 3 Ferrari par an. Donc tu peux être son courtier ou, bah, je pense que tu as des gens, voilà, mais même sans parler, parce que là, j'ai tapé dans l'extrême, quelqu'un comme Luc, tout le monde le connaît, mais si tu veux, t'as des gens qui font beaucoup d'argent, dont on n'entend pas parler, et puis bah, qui aimeraient avoir une belle montre, qui aimeraient avoir un beau yacht. Mhm. Donc, c'est juste savoir où aller dans les endroits où ben, tu as les courtiers immobiliers aussi qui sont à succès et qui font des millions par an. Donc, bah, ces gens-là, voilà, ils ont aussi des objets de luxe. Mhm. Ils aiment justement montrer aussi qu'ils réussissent par ça. Donc ça se fait aussi comme ça, rien n'empêche. Puis après, bah, tu développes petit à petit, tu t'intéresses aux endroits où il y a de l'argent. Mhm. Et puis tu suis un petit peu, quand tu commences à connaître, ben, tu suis un petit peu ces gens. Les gens qui sont à Monaco sont pas à Monaco tout l'été. Donc, enfin, toute l'année, pardon. Ils viennent un peu l'été, après ils reviennent, après l'hiver, ils partent à Courchevel. Tu sais, tu le sens, le flux migratoire, entre guillemets. Puis Mhm. ces gens-là restent entre eux. Donc si toi, tu arrives un petit peu à suivre un petit peu ce flow, à anticiper, savoir où ils sont, les rencontrer, discuter avec eux et rentrer en contact avec eux. C'est pas, finalement, c'est pas le plus compliqué en fait. Je comprends, je comprends, je comprends. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les 5 prochaines années? Beaucoup de belles choses. Bah, tu sais, c'est comme on le disait au début, ça fait pas un an. Donc voilà, moi je sais que je vais continuer à développer dans ce sens-là. De parce que tu sais, moins d'un an par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui et là où j'en suis aujourd'hui, je suis très heureux de mon parcours. Mhm. Après, ben, on va passer dans la phase où il va falloir concrétiser vraiment les deals, essayer d'aller dans du plus gros deal qui va prendre peut-être plus de temps, qui va être un petit peu plus casse-tête, mais qui sera beaucoup plus rémunérateur. Et c'est ça. Donc, après, dans 5 ans, écoute, on fera un podcast dans 5 ans si tu veux. On dirait- Pour faire le bilan. Enfin, même plus tôt que ça, ouais. Même plus tôt. C'est ça. Non, 100%. C'est bon, ça. 100%, 100%. Puis sinon, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, immigrant visionnaire? Immigrant visionnaire. Le titre, quand je l'ai vu, parce que je connaissais pas votre podcast, je me suis fait mes devoirs un petit peu. Et bah, pour moi, c'est qu'en fait, en tout cas, l'ayant vécu, c'est que même si tu changes de pays, que tu changes d'environnement, c'est ta qualité d'adaptation et la façon dont tu rebondis, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu es immigrant que bah, tu as moins de chance que les autres. C'est vrai. Tout dépend de ce que tu fais des opportunités, comment tu pousses certaines portes, sans être agressif, mais juste en disant, voilà, j'ai envie et de montrer surtout. Fait que pour moi, c'est ça. Un immigrant visionnaire, c'est quelqu'un qui te dit, mais peu importe où je suis, je vais réussir à me débrouiller, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, j'ai des qualités et des défauts, bah, mais je vais avancer. Et de toute façon, et puis quand ça marche pas, bah, tu recommences et tu fais autre chose. Ou quand tu t'ennuies là où tu es, tu vois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes carrières pro. Quand tu t'ennuies, tu commences à stagner, que tu vois que tu vas pas arriver à certains objectifs, cherche un moyen pour trouver. Et honnêtement, je trouve que qu'à Montréal, moi qui ai vécu à Montréal, je trouve que c'est quand même une terre d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, ici, je trouve que les gens sont beaucoup plus à l'aise avec le fait que tu changes de carrière. Mhm. En France, bah maintenant, les gens me connaissent, mes amis me connaissent, donc ils disent, ouais, qu'est-ce que tu nous as encore inventé, Aurélie, c'est quoi moi et Lulo? Mais c'est parce qu'ils me voient changer de métier régulièrement, tu sais. C'est depuis que je suis parti de France, tu sais, j'ai eu une carrière qui était quand même assez tu sais, longiligne. Et puis d'un coup, voilà, pour moi, les gens, quand ils me voyaient flic, et voilà, ils disaient, lui, il va mourir flic. Mhm. 80 ans, il sera toujours flic, tu vois. Mhm. Donc, et puis là, maintenant que je suis au Canada, j'ai changé plusieurs fois de métier, mais ça veut pas dire que j'avance pas, au contraire.
C'est-à-dire que j'évolue, ça veut dire que je concrétise certaines choses, que je suis capable de recommencer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout cette peur en fait de recommencer à zéro. Je l'ai eu quand je suis arrivé ici. J'étais pas fier, hein, je vous le dis. Mais derrière, en fait, je me suis prouvé pendant ces 8 ans que j'ai passé au Canada de me dire, mais je suis capable de repartir des zéros dans un domaine que je connais pas du tout. Mais c'est pas grave, pas plus bête qu'un autre. Je vais réussir à me former, je vais être au contact de gens qui vont me donner certaines solutions. Aujourd'hui, en plus, tu sur Internet, tu as énormément de choses. Pas, faut trier parce que tu as beaucoup de choses qui servent à rien. Définitivement. Mais tu vois, tu as de l'intelligence artificielle qui rentre dedans. Si tu l'utilises correctement, il y a moyen de te cultiver. Mais c'est la folie. Donc, quand c'est bien utilisé, ça te permet bah, voilà, d'aller chercher beaucoup de choses et de te lancer. Te lancer, tout simplement. Donc, c'est pas mal ça que ça me fait penser. Non, super, 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 super. Mais justement, j'aime ce point-là parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas martelé, c'est le fait que c'est vrai, quand j'y repense, il y a tellement de fois où tu as juste changé, pivoté. C'est pas quelque chose qui est inné pour les gens. Mais toi, comment justement tu fais face à ça, au changement? Quelque chose Parce qu'on s'entend, tu as été policier, tu es parti de où ce que tu étais, tu es venu ici, tu as changé de cadre de métier. Donc, comment tu vois le changement, puis comment tu fais face justement à ça? Parce que je pense pas que c'est nécessairement confortable pour toi, non? Non, bah, c'est super anxiogène. Ouais. C'est super anxiogène le changement, mais c'est ce qui est, tu sais, on parle, tu un gros mot aujourd'hui où tout le monde parle de zone de confort. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que ma zone de confort, moi, j'aurais pu rester policier. J'aurais pu rester au gym qui est aussi en train de s'étendre, de grossir. Je suis très, très content pour eux, ils font des belles choses là-bas. Mais si tu veux, et c'est ce que je te disais, moi, c'est l'ennui, en fait. Dès que je m'ennuie, je sens que j'ai masterisé quelque chose, bah, que ça peut plus rien m'apporter de plus, que ce soit au niveau tu sais, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement et j'ai besoin, aussi, bah, de gagner plus d'argent. Donc si tu veux, ces deux choses, ça fait que malgré tout ce que tu dis, c'est-à-dire que le changement, ça fait peur. Est-ce que je vais avoir les moyens? Tu sais, dès que ton cerveau, il se met en route là, tu as 8 000 000 de questions, alors que pour finir, en fait, le seul truc, c'est de te mettre à avancer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai une grosse période de réflexion en général. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup. Puis au bout d'un moment, je sais pas où elle est, tu as la switch là qui va off et poum, j'avance. C'est-à-dire tu as le cerveau qui passe sur off et tu avances. Et bizarrement, quand tu commences toi à te mettre en mouvement, ce sera jamais parfait dès le début, hein, de toute façon, hein. Moi, ça m'est arrivé de griller des leads, de faire des erreurs aussi, mais c'est normal, tu apprends. Donc, bah, tu frustré, mais tu te dis: «Écoute, celle-là, je la referai pas par contre, cette erreur-là». Donc derrière, c'est ça en fait, c'est quand tu te mets en mouvement, que tu avances, bah, derrière bizarrement, tu vois, tu as un poids qui s'enlève, tu vois? Et bizarrement, bah, ton anxiété s'en va et tu deviens confortable dans cette zone-là. Exact. Donc tu vois, tu vois, l'horlogerie indépendante, ce que je dis, il y a quelques mois, je savais même pas que ça existait. Mais derrière, aujourd'hui, j'ai acquis certaines connaissances où tu te dis, alors je serai jamais horloger parce qu'il faut des années d'études, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire, je suis pas devenu horloger du jour au lendemain. Mais par contre, je suis capable de tenir une discussion maintenant avec quelqu'un qui connaît les montres, qui va m'expliquer les mouvements, qui va m'expliquer comment ça fonctionne. Moi, je vais rien apprendre à personne. Mais par contre, je vais pouvoir soutenir une conversation dessus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que il y a 3 mois, je savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, j'en parle. C'est l'automobile, j'ai toujours été passionné de ça. Donc, bah, j'apprends. J'aime les nouvelles technologies qu'il y a autour de l'automobile, comment ça fonctionne. Je suis curieux, en fait, et je suis passionné. Donc, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Et tu verras que ton anxiété, au bout d'un moment, elle s'en va. Puis, bah, là où l'anxiété va complètement partir, c'est que voilà, quand tes premiers gros chèques vont rentrer, là, tu vas te dire, OK, je suis là où il faut, en fait. Faut rester attentif à ce qui se passe autour de toi, en fait. On le voit pas, mais tu as des signes. Tu as des signes, tu sais, quand les choses avancent et que tu rencontres certaines personnes qui t'améliorent ton quotidien, c'est que tu es juste sur la bonne voie, en fait. Mais je pense que c'est cette curiosité-là qui t'aide à avancer énormément. Ben oui. Parce que tout le monde aime parler justement de ce qu'ils font, de qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et le fait d'être curieux, de te porter à eux, ben, ça te permet de créer tes opportunités. Mais comme je t'en avais parlé au tout début quand on était off-cam, ben, tu sais, c'est comme si tu semais déjà à partir de cette curiosité. Fait que c'est vraiment tout en ton honneur, justement, de pouvoir avoir cette curiosité-là, de créer ces opportunités. Parce que, regarde, aujourd'hui, ça t'a permis de voir des biens que tu n'aurais jamais pu voir si tu n'avais pas eu cette curiosité. Ça a l'air banal, mais ça fait toute la différence. Ouais. Ouais, ben, je pense que c'est ce que je te dis, je fais attention aux signes et puis je m'intéresse aux gens. Donc si tu veux, tu as certaines discussions où,
Au début de la discussion, quand tu vois la personne, veut pas, on est humain, donc on a des préjugés. Puis à la fin de la discussion, tu te dis: «Bah, si j'avais su la qualité de la discussion qu'on a eue avant, waouh, jamais, jamais j'aurais parié là-dessus». Et c'est ça, en fait, c'est justement, c'est le fait de s'intéresser à certaines personnes. Après, ben, c'est à toi de faire le tri, en fait, entre les gens qui te semblent, intéressants à côtoyer, que je veux grandir avec, puis après, il y a au bout d'un moment, tu as une façon aussi une certaine reconnaissance qui fait que, bah, tu redonnes aux gens aussi. Moi, je suis pas encore dans cette phase-là dans le courtage, mais c'est sûr que les gens qui m'aident aujourd'hui, ben, dans quelques semaines, dans quelques mois, et je vais leur rendre l'appareil, tu sais? Ça va dans les 2 sens, et c'est ça qui est intéressant, c'est pouvoir, avoir, des relations dans les 2 sens. C'est ça qui est super cool, en fait. Tu as la curiosité qui t'amène au début, après tu vois des gens qui t'ouvrent leurs portes, d'autres qui les ferment. Ben, faut avancer quoi qu'il arrive. Tu sais, la porte qui est fermée, elle est fermée, c'est bon, vas-y, basta, on passe à autre chose, et puis après, au bout d'un moment, bah, c'est de redonner ce qu'on t'a donné, en fait, tout simplement. Ça, moi, je trouve ça génial. Incroyable. Super, super. Puis où on sera en mesure de te rejoindre si quelqu'un aurait des questions à te poser ou bien. Bah, j'ai mon Instagram. J'ai mon Instagram avec, mon nom, mon prénom qui est le plus facile pour me rejoindre parce que, après j'ai mon numéro de téléphone aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que, ouais, les réseaux sociaux, c'est le plus simple, on va dire, parce que comme ça, au moins, peu importe où je suis, je peux répondre assez facile parce que, selon les décalages horaires, selon où je me trouve, parce que je bouge quand même pas mal. Donc, ouais, ouais, non, non, c'est pas mal par les réseaux sociaux, Magnifique, pour me joindre avec plaisir. magnifique, magnifique. Super, je te laisse compléter. Super. Merci énormément pour ta présence aujourd'hui. Beaucoup. Merci énormément. Et ceci conclut notre émission avec Auré. Comme il a dit, si jamais vous voulez le contacter, vous allez pouvoir le contacter directement sur son Instagram. Et sur cette note, on se voit dans un nouvel épisode. À bientôt. Merci énormément. Ben, écoute, Super. merci à vous, c'était cool. Bah oui, vraiment encore. J'espère que ça va Non, vous aider. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est pas un épisode. C'est un épisode qui sort